I was walking around with Bo in Fondel Park, trying to blow away the clouds so dark, wishing a warming wind. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter une petite session sur l'agilité avec la user experience. Donc on va faire ça à trois avec Johan qui est designer, qui est là, et sur le côté on ne le voit pas forcément mais vous le verrez bien tout à l'heure, Philippe qui est ici et moi-même. Donc moi je suis Emmanuel Lévy-Valency, je suis entrepreneur, je suis fondateur de People in Action, donc je vais vous dire un peu qui on est. Je suis passionné par l'agile, l'UX, l'innovation, et puis en ce moment, on en discutait hier, des sujets comme la gamification, par exemple, m'intéressent beaucoup. Alors comme je suis quelqu'un d'un petit peu curieux, je me demandais qui vous étiez vous aussi et quels étaient vos centres d'intérêt. Donc je voulais savoir qui était plutôt technique, qui était plutôt dans l'ingénierie. Ah, il y en a, ouais. Dans le design, dans l'ergo. Ah, il y en a aussi. Ah ouais. Super. Qui est étudiant ou chercheur, qui est dans le monde de la recherche? Un petit peu moins là-bas. Eh ben, super. N'hésitez pas, on va laisser des temps pour poser des questions. N'hésitez pas à engager la conversation avec nous. On adore ça. Et on le fait aussi sur les réseaux sociaux. On est très addict de Twitter. Alors notre objectif à travers cette présentation, c'est vous montrer un petit peu comment on travaille modestement chez PIA et comment on intègre tout ce qui touche à l'UX, tout ce que vous a expliqué Sylvie, dans des démarches dites agiles de conception et de développement. Alors je vais préciser quand même qui est PIA, pour bien constituer les choses. Donc on est un cabinet de conseil en système d'information. On fait aussi bien du web, du mobile que des applications pour les entreprises. On a un pôle d'ingénierie et puis on fait aussi du conseil à toutes les phases des projets. On a une grande chance, c'est qu'on travaille pour des univers clients extrêmement variés qui vont des grands comptes à des startups, voire des entrepreneurs. Donc ça nous permet d'avoir nous-mêmes chez PIA une très grande richesse en termes d'expérience. Alors si je reviens un petit peu au cœur du sujet, agile avec UX, je propose de commencer par le commencement, m'exprimer ainsi. C'est le manifeste agile. Est-ce que vous avez entendu parler du manifeste agile? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, ça déchaîne pas les passions. Hein. Donc un petit peu? Ok. Donc le manifeste agile, c'est un document qui a été rédigé par une quinzaine de grands penseurs du logiciel, de gens qui s'intéressaient à la méthode, à comment fabriquer des logiciels ou des sites web. Ils se sont réunis pour essayer de dégager un certain nombre de valeurs qui amènent à mieux collaborer ensemble et à mieux réussir, je dirais. Donc il y a 4 valeurs essentielles dans le manifeste, dans l'Agile Manifesto. Hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Il y a même une traduction en français qui est relativement récente. Et donc ce manifeste agile, il s'appuie sur 4 grandes valeurs. Donc on va préférer l'interaction avec les personnes plutôt que les processus et les outils. Donc il faut remettre ça dans le contexte. Hein, au début des années 2000, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de gestion de projets qui étaient faites avec des outils un petit peu vieillots, type MS Project, on faisait Segant. Enfin, en réalité, on se concentrait plus sur les outils que sur les individus. Donc ils ont cherché à dire qu'il faut replacer les individus au centre de la problématique. L'autre point, c'est un produit opérationnel. Vous avez tous entendu parler des fabuleux cabinets de conseil qui produisent des tonnes et des tonnes de documentation à n'en plus finir. Donc là, dans l'agile, on dit l'unité de mesure, le cœur du succès, c'est de fabriquer un produit opérationnel. Donc plus vite on va, entre guillemets, développer, plus on sera content parce qu'on pourra tester plus rapidement et avoir du feedback, comme l'exprimait Sylvie juste avant. On va aussi accueillir le changement de manière bienveillante. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le changement comme un empêcheur de tourner en rond ou un empêcheur de suivre le plan qu'on avait élaboré au départ. Le changement, c'est normal. Puisqu'on recueille du feedback, on doit être capable de prendre en compte ce feedback. Sinon, ce n'est pas la peine de le recueillir.
Et puis le dernier point, c'est la collaboration avec le client. Toujours dans les organisations 1.0, comme on dit, souvent on a le chef, et c'est le chef qui communique avec le client, c'est le chef qui fait la démo du produit. Bref, le chef est au milieu de tout. Dans l'agile, on va dire que tous les membres de l'équipe, que ce soit le designer, le développeur, l'ergonome, vont pouvoir accéder directement aux clients et aux utilisateurs pour poser des questions. Donc à nouveau, de l'interaction entre les hommes. Une des méthodes agiles qui est assez connue et qui se répand aujourd'hui, c'est Scrum. Alors est-ce que Scrum, ça vous dit quelque chose? Oui, 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 super. Donc vous pratiquez? Non? Juste de nom. Donc Scrum, c'est une méthode agile en fait qui est popularisée actuellement et qui se répand. Dans les derniers événements, on a eu jusqu'à 500 participants, donc ce qui prouve que la méthode prend de l'ampleur et intéresse de plus en plus de monde. Donc cette méthode s'appuie sur les valeurs que vous avez vues avant, et on va travailler de manière itérative et incrémentielle. Donc c'est ce que vous voyez, la boucle. Donc l'itération en Scrum, ça s'appelle le sprint. Un sprint, ça dure 3 à 4 semaines. Et à chaque fin de sprint, on cherche à avoir un produit potentiellement livrable. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre en production, ça veut dire qu'on a un produit potentiellement livrable, donc testable par les utilisateurs, donc propice à recueillir du feedback. Voilà. Alors ensuite, les termes techniques type backlog du produit qui paraissent un petit peu obscurs, c'est en gros la liste des fonctionnalités qu'on va vouloir développer. Donc on a une liste qui est ordonnée par priorité, par valeur métier, et on va piocher en haut de la liste les items qu'on va mettre au développement dans l'itération, et au sortir, on a un produit potentiellement testable. Si vous regardez tous les mouvements qu'on a dans les startups aujourd'hui, vous voyez que tout le monde parle de sortir des produits en bêta le plus vite possible. Pourquoi? Pour pouvoir recueillir le feedback le plus rapidement possible. Alors ça c'est bien, mais il y a encore mieux, c'est le Lean. Alors ça, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler du Lean? Ouais. Donc le Lean, Toyota, l'industrie, c'est une méthode de management qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale et qui vient du Japon. Alors le Lean, c'est difficile d'en parler parce que tous les gens qui font du Lean vous diront ça ne s'explique pas, ça se pratique. Donc là, je vais faire l'exercice en 1 ou 2 slides de vous donner un avant-goût du Lean. Mais renseignez-vous, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et on va voir le parallèle qu'on peut faire entre les méthodes agiles, le Lean et l'UX. Vous allez voir, tout ça, ça se recoupe. Donc le Lean, c'est une démarche qui vise à une meilleure satisfaction des clients, des utilisateurs, en réduisant l'utilisation des ressources. OK ? Et tout ça va se faire parce qu'on va optimiser ces processus et qu'on va essayer de mieux collaborer. On résume souvent tout ça par une phrase qui est plus avec moins tous ensemble. Moi, j'aime beaucoup, ça peut paraître un petit peu fumeux comme ça, mais la démarche de Lean c'est quelque chose de très puissant et de très très difficile à mettre en œuvre. On essaye de le faire chez PIA par exemple, mais c'est assez difficile, c'est pas évident. Donc je vais faire le parallèle entre ces principes-là et l'UX. Donc dans le Lean, on a un certain nombre de piliers. Donc le premier, c'est se concentrer sur la valeur qu'on va créer pour les clients. Donc encore une fois, souvenez-vous, si on parlait dans le manifeste agile, plutôt que de produire de la documentation pléthorique, on va préférer coder le produit, développer le site web. Ça, c'est se concentrer sur la valeur pour le client. Parce que ce n'est pas de la doc, ce n'est pas la spécification qui est importante pour le client, c'est l'expérience, c'est l'utilisation du produit. Donc là, il y a un premier parallèle qui nous paraît assez évident, c'est que la démarche centrée sur l'utilisateur, l'importance qu'on donne aujourd'hui à la qualité du contenu, on est typiquement en train de se concentrer sur la valeur qu'on crée pour le client. La deuxième chose, le deuxième pilier du Lean, c'est qu'on ne croit pas qu'il faut rester dans sa tour d'ivoire à attendre que les choses viennent ou à lire des grands rapports du Gartner. Il faut aller sur la chaîne de production, il faut aller voir, il faut aller sur le terrain. Donc ça, moi, ça me rappelle beaucoup l'observation, le shadowing, qui sont des techniques utilisées dans l'ergonomie, et bien sûr les tests utilisateurs. L'autre point, et je sais que cet après-midi on va nous parler de métriques, c'est qu'il faut s'améliorer continuellement par la mesure. La mesure est même l'indicateur, pour être plus précis, l'indicateur étant la mesure quand elle porte du sens.
Donc on va être dans une démarche d'amélioration continue, on va tout le temps regarder si on est la bonne route, et on ne va pas le regarder sur des opinions. Je pense qu'il me faut de la vidéo sur la home. Non, ça n'a aucune valeur. On va le regarder sur des critères de mesure objectifs. Donc l'A/B testing, l'utilisation des stats web par exemple, dans notre domaine, je pense qu'il y a un fort parallèle. Et puis la dernière chose, c'est le côté itératif, mais en ligne, on va jusqu'à faire sauter les itérations. On livre quand on veut. L'idée, c'est de livrer des lots de taille réduite. Et ça, bon, pour la petite histoire, dans le livre Rocket Surgery Made Easy, excusez-moi pour l'accent anglais, mais Steve Krug préconise de faire des tests et tout de suite prendre en compte le résultat de nos tests. Donc c'est exactement ça, des lots de taille réduite. Donc derrière tout ça, si j'essaye de synthétiser, et puis après ça sera fini pour les histoires méthodologiques, l'idée c'est d'instaurer un cercle vertueux qui se déroule en 4 grandes phases: la planification, l'élaboration de la solution, la réalisation et la mesure. Donc la planification, c'est une phase d'analyse, on va définir ce qu'on veut et on va chercher à valider ça. Ensuite, on va essayer d'élaborer notre solution, et nous, chez PIA, on est convaincus que ça passe par du prototypage, et Philippe et Johan vont vous montrer après comment on fait du prototypage, aussi bien en ergo qu'en design visuel. Ensuite, on passe à la réal et on mesure. Donc on récupère du feedback, on mesure, on détermine ses indicateurs, et il faut imaginer que ça, c'est une roue, donc ça pivote, et au même temps qu'on avance, on se met dans une démarche d'amélioration continue. C'est ça qu'on appelle l'amélioration continue. Et dans le Lean, cette amélioration continue, en gros, on l'intègre dans de la standardisation ou des checklists. Donc on capitalise. Il y a aussi tout un système de capitalisation pour apprendre et mémoriser. C'est très important. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé de bon matin. Je vous propose de mettre tout ça en pratique dans un cas pratique. Pratique et cas pratique. Donc on va essayer de vous raconter un peu ça, mais à travers une petite histoire. Donc notre cas pratique, on va imaginer qu'on est dans un groupe hôtelier, et ce groupe hôtelier, il souhaite améliorer la qualité dans ses établissements. Voilà, tout simplement. Alors, les 5 pourquoi, voilà, c'est parfait. Donc les 5 pourquoi, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans le Lean depuis un moment. Hein. Donc vous voyez, encore une intersection. Donc on va aller interroger notre directeur de la chaîne hôtelière, et on va lui demander pourquoi il veut améliorer la qualité dans ses hôtels. Donc on va lui dire, cher monsieur, pourquoi? Alors là, il va nous répondre, parce que simplement 5% de nos clients reviennent, et la moyenne locale est de 14%. Donc il se dit qu'il a un petit problème. Donc on va lui dire, ok, mais quand même, pourquoi ils ne reviennent pas? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ok, on continue. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte leurs remarques, d'accord. Alors pourquoi on ne prend pas en compte leurs remarques? Parce qu'on ne les connaît pas, ok, on déroule. Et pourquoi on ne les connaît pas? Tout simplement parce qu'on ne leur demande pas. Donc on déroule ainsi, vous voyez la chaîne, bon là c'est une illustration, c'est un exemple, c'est comme dans New York, police spéciale, tous les faits ne sont que liés à notre imagination. Donc on déroule les 5 pourquoi, et on arrive à qualifier la réalité du besoin, la réalité du problème. Donc le problème, c'est qu'on ne demande pas dans cette chaîne hôtelière aux clients leur feedback, du coup on ne le prend pas en compte, et du coup on ne s'améliore pas. Donc comme je le disais aussi, on essaye de poser des critères de mesure, donc ça c'est important. Quels sont les critères de succès du projet? À partir de quand on va considérer qu'on a réussi? Tout bêtement, si on arrive à doubler le taux de rétention. Alors le taux de rétention, c'est pas beau comme terme, mais ça veut simplement dire que vos clients vont vous repasser une commande. Voilà. Donc Toyota, au plus fort de la crise et de tous les problèmes qu'ils ont eu aux États-Unis, était encore à un taux de rétention de 80%, alors que les autres constructeurs sont à 40%, alors que les voitures étaient considérées comme pas très opérationnelles et qu'elles commençaient à avoir mauvaise réputation. Il ne faut pas en croire, les gens qui avaient acheté Toyota étaient prêts à racheter Toyota. Donc ici, on va mettre en place la même problématique dans notre chaîne hôtelière. Donc pour faire ça, on va mettre en place un processus qui est tout simple. On va recueillir l'avis de nos clients. Donc vous voyez à gauche, on va les consolider pour prendre des actions. Donc voilà le genre de retour auquel on s'attend. La literie était super, ou pas, hein, Sylvie.
la clim était cassée, je ne sais pas qui a eu le problème cette nuit. Ou alors la télé ne marchait pas. Donc là, on a bien qualifié notre avant-projet. Hein. On a notre substantique moelle. Et on a une vision. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir partager cette vision. Je vais pouvoir partager cette vision avec Johan, Philippe et les utilisateurs. On sait pourquoi on va devoir agir. Et le nouvel outil que je vous présente là, c'est le Kanban. J'ai cliqué trop vite en fait. Donc le Kanban, ça va nous permettre de formaliser notre processus et la façon dont on va collaborer. Dans les méthodes agiles, dans Scrum, il y a eu beaucoup de discussions dans la communauté sur comment les designers, les ergonomes vont venir s'intégrer à ces méthodes agiles. Comment ils vont travailler avec ces équipes agiles. Donc en ligne et avec Kanban, les choses sont un peu plus simples. C'est un peu comme au McDo, vous venez comme vous êtes. Donc vous venez avec votre processus, votre façon de travailler. Nous, notre façon de travailler, c'est qu'on fait de l'analyse. Derrière, on fait le design des interfaces. Ensuite, on fait le visual design. Et puis derrière, on fait le dev, des tests utilisateurs, etc. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter au visual design. On va représenter ce processus de façon très simple. Et puis, on va mettre à gauche des petites cartes qui représentent les items sur lesquels on va travailler, les histoires, les fonctionnalités qu'on va vouloir implémenter. Donc, vous avez vu, dans le cadre de notre processus, on va vouloir recueillir le feedback et analyser les résultats. Donc, pour aujourd'hui, on va juste se concentrer sur recueillir le feedback. Donc, c'est moi qui vais avoir le plaisir de jouer l'analyste sur ce projet. Donc je vais prendre ma petite carte à faire recueillir le feedback et je la passe dans mon encours. Donc on l'affiche sur les murs, hein, en théorie. Hein. Le Lean et tous ces mouvements sont très liés à ce qu'on appelle le management visuel. On affiche les choses, on les montre. Donc il faut imaginer, dans l'open space où nous travaillons tous les trois, on a notre Kanban et je prends ma carte, je la déplace. Donc je vais travailler sur mon flux, ce qui permet à tout le monde d'être au courant de tout. Donc on va démarrer cette analyse. Donc je vais aller très rapidement sur cette partie. L'analyse, on l'a fait chez nous avec 3 outils principaux qui sont les cas d'utilisation. C'est une description des scénarios d'utilisation de l'application, c'est textuel. À la pause, si vous voulez, on pourra vous en montrer, on pourra vous expliquer un peu plus loin, on pourra vous donner des références si vous ne connaissez pas. On utilise les personas, alors même si c'est vrai, on en a parlé une fois, sont un peu décriés parce que est-ce qu'on s'en sert vraiment, est-ce qu'on passe pas trop de temps à faire les personas. Donc nous, on fait des personas en timeboxing, dans des délais assez courts, entre au maximum une journée. Donc on essaie de ne pas passer trop de temps là-dessus. Par contre, ça nous permet de faire preuve d'empathie, de nous poser la question de pourquoi l'utilisateur se lève le matin, quelles sont ses motivations intrinsèques, etc., ses habitudes digitales. Donc on fait ça un peu en timeboxing. Et puis, on est très très adepte de la co-conception, du co-design. Donc c'est pour ça que je vous mettais un beau workshop. Donc on met de nos chemises blanches, on met des cravates, on est super beau. Et on se réunit tous ensemble pour essayer de co-concevoir. Donc là non plus, je vais pas rentrer dans le détail. Je sais que Benjamin va expliquer tout ça et ils sont des grands spécialistes de ce sujet. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé notre analyse, moi j'ai terminé ça. Donc je vais glisser mon ticket dans le design des interfaces et recueillir le feedback. Et je vais passer la main à Philippe. Donc Philippe, si tu veux bien prendre le petit ticket. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien là? Vous m'entendez? C'est bon? Ah, ça marche. Oh, magie. D'accord. Alors, hop, moi je le passe en cours. Du coup, je m'approprie la tâche et je la passe en cours. Donc je vais commencer à travailler sur cette partie-là, donc recueillir le feedback, donc recueillir les avis des clients de notre cher hôtel. Donc bonjour, moi je vais quand même me présenter avant tout. Je suis Philippe Chouran, je suis ingénieur IHM. Cette conférence m'intéresse plus particulièrement parce que j'ai grandi à Arles et que j'ai passé beaucoup de vacances à Saint-Ambrois, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours et je suis passé souvent à Nîmes. Donc je suis très content qu'Yves ait fait une conférence justement dans le sud pour éviter, voilà, encore une fois, que tout soit concentré à Paris. Voilà, pour une fois, il y a quelque chose qui se passe dans le sud et ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc merci Yves. Alors, bon, pour reprendre la petite histoire. Donc, première chose que je fais, j'arrive sur le projet. Emmanuel a travaillé avant moi. Moi, je viens juste d'arriver. La première chose que je vais faire, c'est monter à bord et ainsi lire tous les documents qu'il a écrits. Donc, les personas, les résultats des focus group et notamment les cas d'utilisation, qui sont des sortes de scénarios sur comment l'utilisateur effectue son travail.
Éventuellement, si jamais j'ai des questions, toujours dans cet esprit de collaboration, je peux appeler Emmanuel sur son téléphone. Il faut quand même bien penser, si j'ai des questions, je n'hésite pas une seule seconde, je me tourne vers Emmanuel pour lui demander de clarifier les choses. D'accord ? Tout ça pourquoi ? Donc pour monter à bord et surtout me faire une idée des enjeux de l'interface que je m'apprête à designer. Donc là, j'en ai trouvé deux. Donc inciter les clients à donner leur avis, bon, ça paraît un peu logique. Et puis ce qui est arrivé lors des réunions d'Emmanuel avec le client a dit « Ah oui, non mais moi, attention, je veux donner une dimension innovante avec cette interface. » D'accord ? Donc aussi, il y a cet autre enjeu qui s'est rajouté, comme ça, en discutant. Donc ça arrive, le client, des fois, a des exigences qui se rajoutent. Alors, la première chose que je fais, une fois que j'ai lu tout ça, c'est organiser une réunion de co-design. Une réunion de co-design, c'est une réunion que je fais donc avec, par exemple, Johan, qui va travailler par la suite sur le projet, mais aussi le client, le chef de produit, le chef de projet, qui lui sera en charge de faire les développements. Donc je prends tout ce beau monde et j'organise une réunion où je leur explique ce que j'ai compris de tous les documents que j'ai lus et je vérifie qu'on est en phase. Parce que c'est toujours important de vérifier qu'on est tous en phase, parce qu'on collabore tous sur le projet. Donc déjà, je leur dis ce que j'ai compris et ils me corrigent si jamais j'étais faux. Ensuite, j'ai dû me poser des questions qui n'ont pas été répondues dans les documents. Donc si ces questions m'apparaissent, je les pose aux clients en leur disant vous n'êtes pas posé ces questions, donc là, ce serait bien de se les poser. Donc j'adopte une sorte de position de gorille pour leur demander. Et puis à ce moment-là, il y a le client qui me dit je suis allé voir un peu chez d'autres hôtels. Et en allant voir chez d'autres hôtels, je me suis aperçu qu'ils avaient des iPads pour présenter le menu, pour commander un plateau repas dans sa chambre, à l'accueil, pour surfer sur Internet. Et nous, c'est ces clients qui me disent ça, nous voudrions aussi un peu faire la même chose pour recueillir les avis des utilisateurs. Donc ça, en plus, il me dit c'est bien, c'est innovant, ça prouve qu'on est un peu en avance. Donc je dis très bien. Moi, je dis allons même plus loin. On va commencer à dessiner l'interface tel que vous l'imaginez. Vous ne vous préoccupez pas de l'ergonomie, de l'utilisabilité, c'est pas grave. Là, on essaie juste de lancer la machine à idées. D'accord ? Donc, le processus d'idéation dont parlait Sylvie tout à l'heure. Donc, il commence à dessiner quelque chose. Là, par exemple, une sorte de ligne des temps, un peu comme sous Twitter, où il y aurait les commentaires qui s'empileraient. Et puis ainsi de suite, on fait pas mal de dessins, et à la fin, hop, on prend une petite photo rudimentaire avec un appareil de téléphone, et chaque dessin qu'on aura fait, comme ça, pendant la réunion, on aura pris des photos, donc voilà, toujours on essaie de générer des idées, quoi. Donc, hop, la réunion de co-design ne dure pas éternellement, elle se termine, et ensuite, moi je repars avec mon baluchon plein de photos, et là je commence un travail un peu plus solitaire, où je vais travailler sur les prototypes, donc à renforcer les propositions qui ont émergé de cette réunion, et aussi un peu à consolider l'utilisabilité, l'ergonomie, quoi. Voilà. Donc par quoi je commence à faire un peu d'architecture de l'information. Donc l'architecture de l'information, ça va consister, j'ai résumé ça en trois grosses phases. Une première phase où je vais faire des dessins, toujours brouillons, je ne me préoccupe pas si c'est joli ou pas joli, ça n'a aucune importance. Donc les cinématiques qui vont me permettre de dessiner des petites boîtes qui vont représenter mes écrans et voir comment on va naviguer d'un écran à l'autre. Donc là, par exemple, on a la liste des commentaires, et puis il y aura un bouton qui permettra d'ajouter un commentaire. Puis une fois qu'on a rajouté le commentaire, on revient sur l'écran qui liste tous les commentaires, avec le dernier qui s'est ajouté. Donc quelque chose de très simple, mais on imagine que pour des sites web plus complexes, ça peut aller bien, bien plus loin. Ensuite, je fais des zonings, donc là, c'est essayer d'agencer l'information le mieux possible dans chacun des écrans. Donc là, par exemple, on voit que il commence à se dégager les propositions, des systèmes de navigation un peu différents. Et puis aussi, je vais un peu voir ce qui se passe ailleurs. Je vais voir, par exemple, sur Twitter, comment ils ont fait leur représentation, leur timeline. Je vais voir des formulaires, etc. Je m'inspire du travail des autres, parce que quand même, c'est une bonne source pour avoir des idées. D'accord ? Ensuite, je vais quand même rentrer dans le cœur du sujet, une fois que j'ai fait cette étape préliminaire, et je vais commencer à sketcher, à dessiner au brouillon, toujours au brouillon. Moi, je suis très brouillon, je suis quelqu'un de très brouillon. Je vais commencer à dessiner des petites choses sur des bouts de papier, des débuts de propositions, quoi, qui, petit à petit, je vais mettre de plus en plus au propre, forcément. Donc là, voilà, par exemple, j'en ai fait 2 propositions. Là, je commence à avoir petit à petit une idée qui se forge dans ma tête. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est parfait, c'est exactement le bon moment
pour que j'en discute avec les autres. Donc là, je vais voir Johan, qui est déjà monté, qui a participé à la réunion de co-design, donc qui est au courant des choses, et puis je lui montre ce que j'ai fait, donc je m'avachis mollement sur ma chaise, et je lui montre les premières ébauches que j'ai créées, et il me donne son avis, on en discute. Donc voilà, toujours dans ce désir de collaborer ensemble, et lui, peut-être qu'il va me dire, non, fais pas cette idée, parce que moi, derrière, ça va m'embêter pour faire mon visual design. Et inversement, moi je veux dire, si je fais si je fais comme ça, est-ce que ça va t'arranger? Voilà, on essaie aussi de se faciliter le travail l'un et l'autre. Hein. D'accord? Aussi, tout simplement, je peux aussi tranquillou appeler mon client, histoire aussi de le tenir au courant, de lui poser des questions si j'en ai des nouvelles. Donc voilà, toujours collaborer, maintenir un lien entre les différentes personnes qui vont intervenir sur le projet. D'accord? Voilà, donc là je suis très content, je suis arrivé, là il s'est passé une petite ellipse, il s'est passé un petit peu de temps. Je suis arrivé à 3 propositions. Voilà, j'en ai fait 3. Je les ai mis en pot au propre. On voit que j'ai fait un petit cadre pour signifier que c'est un iPad. J'ai fait un petit rond avec le petit bouton. Enfin voilà, quelque chose de très simple. Puis dans ce cadre, j'ai dessiné des petites choses. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 propositions. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc là, j'ai fait la réunion de co-design, j'ai travaillé sur les prototypes. Ben maintenant, j'ai envie de tester ces propositions, parce que c'est toujours important d'avoir... Ça demande, c'est vrai, un peu de courage que de montrer ce qu'on a fait aux utilisateurs, aux futurs utilisateurs qui vont donner leur avis dans les hôtels. Et donc, bien sûr, on va tester ces propositions et on va les tester avec vous. D'accord? Donc, je vais vous présenter les propositions un peu plus en détail, en vous montrant ce que j'ai dessiné. Et ensuite, je vais passer dans le public et noter un peu vos remarques et vos préférences pour la première, la deuxième ou la troisième proposition. Donc, je vous présente la première proposition, qui est un livre d'or. Donc, très simplement, on entre sur on prend l'iPad qui est sur le comptoir de l'hôtel et on voit une ligne d'étain avec tous les commentaires, une petite photo des gens, des petites étoiles pour donner une note sur son séjour. Voilà. Donc là, on peut voir ce qu'ont marqué les autres, comme sur un livre d'or classique. Et on appuie sur le bouton « Ajouter un commentaire » pour en ajouter un nouveau. Donc là, on tombe sur un nouvel écran où on va rentrer son nom et un petit avis, très simplement. Et ensuite, un peu pour le côté iPad innovant, on va pouvoir prendre une photo de soi, où on imagine les gens, ils vont un peu rigoler. Si ça marche bien, si ça plaît d'ailleurs cette proposition, on va peut-être renforcer la photo en disant ok, on va pouvoir rajouter des filtres, des effets miroirs, tout ça pour que les gens s'amusent. Voilà. Et puis bon, la personne, elle clique sur ajouter le commentaire et le commentaire se rajoute à la suite des autres. Ensuite, le quiz. Alors, le quiz, c'est une proposition qui ressemble un peu à un questionnaire Marie-Claire où on va nous poser une série de questions et à la fin, on va avoir une image qui représentera comment s'est passé notre séjour. Donc, on clique sur jouer, on a une première question. Donc là, on essaie de faire quelque chose de très fun, accessible aux enfants pour qu'ils tirent papa-maman, pour que papa-maman rentre leurs petits avis. Il y a des animations, c'est très rigolo. On pose des questions, donc voilà, par exemple une question, est-ce que vous avez bien mangé? Non, j'ai failli vomir, ou c'était super. Voilà, donc il y a une série de questions, et à la fin, on remercie la personne, et on lui dit, voilà, votre séjour, par exemple, là, la personne, elle a répondu très positivement aux questions, et on lui affiche une personne qui est en train de se relaxer sur les pieds sur la table, voilà, donc elle a passé un très bon séjour. Et voilà, puis on a recueilli du feedback, voilà, de la part des clients. Ensuite, la troisième proposition, c'est une visite interactive. Donc là, c'est un système de navigation un peu plus iPad, un peu plus classique. On a une représentation des différentes pièces de la chambre. Et la personne, avec son doigt, un peu comme sur l'iPhone, elle va pouvoir sweeper et faire défiler les différentes salles de sa chambre. Donc là, par exemple, elle passe du lit à la salle de bain, voilà, avec le petit doigt. Et puis, pour chaque élément de la pièce, elle peut cliquer dessus et indiquer si elle était contente, si c'était correct, par exemple si la baignoire était sale ou si c'était parfait. Pareil pour le lavabo, s'il était bouché ou pas. Voilà, donc des questions certes un peu fermées, mais c'est une approche différente. On essaie un peu d'aller dans les extrêmes pour un peu tâter et voir ce qui marche le mieux. Voilà. Hop. Et ensuite, elle donne un peu son avis avec des étoiles. Et puis l'avis est envoyé et ajouté à la base de données. Voilà. Donc, laquelle préférez-vous? Est-ce que c'est le livre d'or, le quiz ou la visite interactive? Donc là, je vais prendre un micro magique. Alors, je sais, c'est quelle heure? C'est 10h10. Je sais pas comment ça marche, ça. Ça marche? Ouais, merci.
Donc, par contre, attends, je vais te prendre ça. Je peux te prendre un stylo? Merde, j'ai oublié mon stylo. Ouais. J'ai oublié de préparer mon stylo. C'est les technologies de pointe. Ah ouais. Ouais. D'accord. Hop. Merci. Hop. Alors, je vais passer, je vais interroger la première personne, la première victime. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré comme proposition, la 1, la 2 ou la 3? 3. La 3. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Pourquoi vous avez choisi la 3? Alors, après, c'est un choix personnel. J'ai pas d'enfant, donc pour moi, celle qui me toucherait le plus si j'étais utilisateur d'un hôtel, ce serait la 3. Attends, je te donne le micro, comme ça je prends des notes en même temps. Ce serait la 3, uniquement parce que le fait de mettre des évaluations négatives quand il y a une photo, quelque part, ça timore. Je suis plus timide. La 2 est trop extrême, c'est tout bien, tout mal. La 3, je peux faire plus de nuances, ça me convient mieux. D'accord. Bon, alors on peut imaginer que je peux aller poser encore plus de questions, mais bon, pour le besoin de la démonstration, on va aller un peu plus vite. Hop. Alors les malheureuses personnes qui sont assises comme ça à droite, je vais les interroger. Alors, non? Quelle proposition avez-vous préférée? Bonjour, la première, mais pour une raison très simple, c'est que je suis un peu old school, je crois. Voilà. Moi, ça me rappelle l'aspect papier. D'accord. Et ça vous dérange pas, par exemple, d'être pris en photo et d'avoir votre photo que tout le monde pourra voir? À jouer le jeu, non, c'est pas gênant. D'accord. Ou je réponds pas, ou je fais celle-là. Donc par exemple, là je teste, savoir si la proposition, il n'y a pas des contraintes qui feraient que les personnes ne voudraient pas prendre leur photo, quoi. Donc là, ça vous dérange pas? Non. Voilà. Ben, merci. Merci. Je vais... vous voulez répondre, hein, ça. Oui, moi je pense qu'il faut exclure la 3 parce qu'elle est trop longue pour un utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir répondre rapidement, donc c'est plutôt le livre d'or, en indiquant à l'utilisateur qu'il s'agit d'améliorer le service. Et ça n'apparaît pas. D'accord. Je vais prendre une autre personne. Hop, je vais aller un peu au fond. Hop. Voilà. Alors moi aussi, je suis plutôt pour la première proposition, le livre d'or, parce que on peut indiquer ce qu'on veut comme commentaire, donc autant les points positifs que les points négatifs. Dans le quiz, ce qui était un petit peu dommage, c'est qu'on n'avait qu'une réponse binaire, donc soit oui, soit non, en gros. Donc ça limite souvent les petits détails qu'on voudrait préciser. Et la troisième, là aussi, je trouve que c'est trop long de devoir... personne va prendre le temps de regarder tous les éléments et de noter chaque élément. Oui, ce sera que les éléments négatifs. Donc genre, la baignoire était sale, ils vont noter que ça et pas le reste qui était bien en fait. Alors que le premier, voilà. Et pour le problème de la photo, je pense que c'est pas obligatoire de toute façon de prendre une photo. Donc laisser la possibilité de ne pas se montrer. Voilà. Ok. Donc, merci d'avoir répondu. Je peux redonner le micro magique à Yves. Ok, on va analyser les résultats en direct. Donc là, je résume grosso modo. Les gens, ça ne les dérange pas de prendre des photos. Sur la 1, ils aiment bien parce qu'ils peuvent mettre des évaluations négatives. La 3, souvent trop longue. Et par contre, la 2, ce qui a dérangé, c'est qu'il n'y avait qu'une réponse possible, que c'est trop extrême. D'accord? Voilà, je fais un bref résumé. Voilà, on pourrait continuer l'exercice un peu plus longtemps, ça pourrait être sympa. Mais bon, là, on va quand même essayer d'enchaîner. Donc, analyse des résultats en direct. Et donc, tac, tac, je ne me trompe pas. Alors, avec 3 voix contre 1, c'est le livre d'or qui a gagné. Non, c'est pas ça. Je me suis couru. Ça arrive. Attendez, je vous la refais parce que quand même j'ai tellement bossé dessus que... Hop. Alors, est-ce que... Bon, c'est pas facile. Bon, bref, on va pas quand même non plus y passer 3 heures. Je me suis trompé de bouton. C'était livre d'or et visite interactive. Voilà, très bien. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu. Donc, sur cette base-là, déjà, on peut... Ah, merde. Ça y est, c'est parti. C'est la bug folie. Parce que j'avais prévu quand même les 6K, quoi. Donc, Ah, mais ouais, mais d'accord, mais c'est parce que je suis pas sur... D'accord, je clique au mauvais endroit, en fait. Depuis tout à l'heure. D'accord. Putain. Non, mais en fait, oui, j'ai pris... Vous allez tous les avoir, hein. Ça va être génial. Est-ce que là, est-ce que ma flèche est sur le petit bouton? Très bien.
Ouais, ça m'a saoulé. Ah mais ouais, mais c'est parce qu'on l'a importé en fait, d'accord. Pardon. C'est bon? Ok, petit problème technique. Merci. Ouais. Bah, au moins, voilà, c'est preuve que c'était honnête, hein, le vote qu'on a fait. Donc, très bien, on a testé la proposition. Donc là, merci d'avoir participé. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh ben, bon, c'est assez logique, on va recommencer. On va servir de tout ce qu'on a récolté comme feedback, comme retour utilisateur, et on va réorganiser une réunion de co-design pour justement prendre des décisions par rapport à ça. Donc là, on voit très bien une première notion de l'agile qui apparaît, c'est les itérations. Hop, on recommence sur des cycles courts, toujours en collaborant énormément, voilà, en faisant intervenir différentes personnes. Voilà. On essaye de faire des itérations et ça porte ses fruits puisque grâce à ça, on va pouvoir réagir très rapidement, quoi. Donc c'est sûr, peut-être, par exemple, le quiz, on en a été un peu fiers, on a été content d'avoir fait ça, mais voilà, clairement, là, ça a été dégagé par le public, quoi. Donc là, on va pouvoir réagir et plutôt se concentrer sur les deux premières, plutôt que encore continuer à travailler sur le quiz. Donc la réaction, même si ça fait c'est un peu dommage des fois, hein, mais on fait des erreurs et il vaut mieux les corriger le plus tôt possible. Voilà, donc ça c'est pour l'agilité. Ensuite, au niveau des idées, c'est la première phase vraiment qui a été super importante pour l'idéation. Donc là où on s'est concerté avec le client pour sortir des idées. Bon, ensuite, ces idées, je les ai consolidées et notamment, j'en ai renforcé l'utilisabilité. Alors forcément, dans cet exemple-là, peut-être c'est un cas un peu du monde de Mickey, mais sur des projets plus gros, quand même, je pense qu'on verra un peu mieux la qualité du travail. Donc là, j'ai travaillé pas mal à renforcer aussi l'utilisabilité. Et en testant les propositions, on a aussi travaillé sur la valeur, donc en séparant le grain de livret, en disant par exemple, les deux premières solutions sont potables, alors que la troisième ne l'est pas du tout. On a quand même séparé donc, le grain de livret, et ce qui va nous permettre de valoriser petit à petit le produit et se mettre sur des rails, ce qui est assez important. Voilà. Pour moi, prototyper, c'est trois choses. Une première chose, c'est donc de donner une vision du futur produit. Donc même avec des brouillons, quelque chose de très simple, on n'a pas besoin d'ordinateur, un truc très simple, on peut quand même donner une vision et, bien sûr, en tester la valeur et l'utilisabilité. On peut aller voir avec une feuille de brouillon, quelque chose un peu mis au propre quand même, aller voir des utilisateurs très rapidement, d'accord? Et c'est pas très cher. Et ensuite, on peut partager cette vision, c'est-à-dire les personnes qui vont faire le développement, les personnes qui ont imaginé le produit, ceux qui vont donner l'argent, ceux qui vont contribuer au projet, par exemple, faisant le design visuel, ils vont pouvoir voir ces dessins qui sont quand même très simples. Donc il peut en avoir, je sais pas, une vingtaine de pages sur des gros projets, 20, 30, et ça sera toujours plus facile à lire qu'un gros paquet de specs de 200 pages comme ça que personne ne lira. D'accord, j'ai moins 10 minutes, pardon. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez important. Et tout ça à moindre coût, puisqu'il n'y a qu'une personne à plein temps qui a bossé dessus, et pas une équipe de développement qui est partie dans une mauvaise direction. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre au propre en utilisant un de ces logiciels ou d'autres. Donc on peut ensuite mettre ça numériquement au propre pour le donner donc, au visual designer à qui je vais céder la parole en passant ma tâche de ma colonne à sa colonne. Voilà. Merci Philippe. Là c'est bon? Oui, c'est bon. Tac. Bon, je vais devoir speeder un peu parce qu'ils se sont tous bien pris leur temps. Donc, je vais m'occuper de la partie design visuel. Je vais me présenter avant. Donc, effectivement, je vais récupérer le petit ticket et je vais le mettre en cours. Donc, moi, je suis Johan Maman. Je suis designer interactif au sein de PIA. Et dans le cadre de ce projet, je vais m'occuper effectivement de toute la partie visuelle et attractive en fait de l'interface. Et comme mes deux collègues, effectivement, je suis assez addict de Twitter, donc vous pouvez me suivre aussi. Bon, avant de commencer, de rentrer en fait dans le projet, je vais, comme vous l'avez pu le voir avec Philippe, j'ai participé en fait aux réunions de co-design. J'ai pu lire les différents documents qu'ont écrits Philippe et Emmanuel, donc les personas, les cas d'utilisation, les prototypes qui ont été faits par Philippe que j'ai pu récupérer, puis travailler un peu avec lui pour voir les meilleures idées et qu'est-ce qui était le plus facile à faire, le plus propice à améliorer finalement l'expérience utilisateur. Et comme il vous l'a dit juste avant, oula, la petite Larsen, juste avant, en fait, il a synthétisé via des outils typiquement balsamiques en l'occurrence, où ça a permis d'avoir un support pour pouvoir discuter un peu plus précis, pour éventuellement voir où il y avait des problèmes, où on pouvait améliorer, qu'est-ce qui était optimisable.
Et moi, je vais commencer en fait là-dessus pour apporter en fait la touche d'attractivité, parce que effectivement, le design visuel, qu'est-ce que ça va apporter? Ben, ça va apporter en fait la reconnaissance des valeurs de l'hôtel, parce que l'identité visuelle doit transpirer au travers de cette interface. Et du coup, quand l'utilisateur va utiliser son iPad à la réception, il faut bien qu'il soit immergé par l'ambiance qu'il a pu avoir au cours de son séjour, et donc du coup transparaître dans sa navigation et dans son expérience. Il doit aussi susciter l'envie. Après, il n'y a pas que l'interface, mais la façon dont va être présenté aussi l'iPad, en l'occurrence, à la réception, doit amener l'utilisateur à utiliser cette interface. Et donc, du coup, il y a un contexte aussi. Et tout ça avec un confort d'utilisation optimal. Tout ça, en fait, va améliorer, contribuer, appuyer l'amélioration et l'optimisation de l'expérience utilisateur. Pour arriver à tous ces objectifs, on passe par un ensemble de process que j'aime bien appeler l'esthétique intelligente. C'est un peu paradoxal comme les deux mots juxtaposés, mais en gros, ça va être essayer de rationaliser un maximum toute la partie émotionnelle. On va passer en fait par l'étude des valeurs, le ciblage, et donc l'étude de la cible pour savoir à qui on va s'adresser. Et du coup, on va proposer des planches de tendance. Pour ce qui est des valeurs, en réunion avec le client, on va pouvoir savoir quelles sont vraiment l'identité, l'ADN du produit, quelles sont les valeurs qui va faire transpirer effectivement sur ce produit-là. Et avec les éléments qui constituent la cible utilisatrice, du coup, je vais pouvoir proposer, via les tendances actuelles et aussi par rapport aux valeurs et concomiter tout ça, proposer des planches de tendance qui va être un support finalement de choix lors des réunions clients. Du coup, il a fait son marché dans ses tendances et on a sélectionné un certain nombre de couleurs que je vais challenger par rapport au contraste pour avoir un confort de lisibilité. Et du coup, on va arriver sur une charte chromatique qui la définit le plus simplement possible. Du coup, l'esthétique intelligente passe par différents éléments. Et au fur et à mesure de ces éléments, tout ça pour arriver au prototype haute fidélité qui va être le support de communication au sein de l'équipe et vers le client et vers les utilisateurs le plus proche finalement du produit final. Donc c'est un support de com optimal finalement pour pouvoir prendre le feedback parce que le plus poussé possible. Et à chaque moment en fait de ces étapes-là, on va pouvoir revenir s'il y a des soucis pour toujours essayer d'arriver et d'améliorer le proto. Et même si le proto, effectivement, à un moment, on va faire un choix, et du coup, il n'a pas été bon, on va essayer de revenir et de peaufiner et d'améliorer en essayant de rester complètement ouvert et de capter un maximum, en fait, toutes les idées, tout ce qu'on a pu dire au fur et à mesure des réunions de clients. Quand vous avez tout à l'heure choisi entre deux applications, c'est le livre d'or qui a été élu. Mais le client, en fait, a voulu dire que moi, je préfère la visite interactive quand même. Donc, il a fallu continuer avec à la fois le livre d'or, parce que ça a été élu par les utilisateurs, et à la fois le choix du client, parce qu'il n'a pas compris suffisamment qu'il fallait choisir l'autre. Et du coup, on va essayer de montrer que sur les deux propositions, en poussant sur le VD, sur le visual design, le design visuel, et du coup, son choix, on va vérifier que c'est bien le bon. Donc, on a proposé les deux possibilités. Donc, la proposition 1 avec le livre d'or, où on a mis en avant, comme le proto que vous avez vu tout à l'heure, avec l'ambiance de l'hôtel en fond. Donc, toute la chaîne, en fait, pourra mettre en fond le son, la plus belle vue qu'ils ont. Toujours ce même principe du bouton unique pour ajouter son avis et le principe que vous avez expliqué tout à l'heure, Philippe. Donc, ça d'un côté. Et il y a la visite interactive, où du coup, on voit la chambre, on clique sur les différents éléments, et effectivement, de manière très détaillée, on va avoir beaucoup plus d'éléments de sélection pour choisir la propreté, les draps, le confort de la literie, et puis ajouter tout ça. Donc là, il va y avoir beaucoup plus d'éléments de data au niveau du résultat, mais après, d'une manière différente. Moi, comme pour Philippe, je vais avoir besoin de vous, parce que vous êtes des potentiels utilisateurs, ça va être beaucoup plus rapide, parce que je vais faire ça à main levée.
Donc, il y a la proposition 1, parce qu'en fait, on va essayer de confirmer la prise de décision donc, des utilisateurs, donc de vous, on va vraiment vérifier si c'est bien ça. En gros, qui aurait préféré la proposition 1 à main levée très rapidement? Est-ce qu'on peut enlever le spot qui est là-bas parce que... Alors, 1, 2, 3. Hop, proposition 2. Ouais, pas besoin de compter. Hein. Ok, donc finalement, c'est... Voilà, là, on a vraiment le cas où, tout à l'heure, la visite interactive avait été effectivement... Oula, j'ai un peu le spot dans la tronche. La visite interactive n'avait pas été sélectionnée. Là, on est toujours dans ce cas-là. Donc, on confirme effectivement la prise de décision des utilisateurs qui préfèrent le côté historique avec les différentes sélections. Pourquoi, en fait, cette question? Parce que quand moi, j'ai fait tous mes livrables, donc la charte, les planches de tendance et tout ça, et que j'ai travaillé sur mon proto haute fidélité, j'ai fait 2 variations simplement, dans un premier temps. J'ai testé les propositions, et après avoir testé les propositions, vous avez sélectionné le livre d'or. Bah, du coup, j'ai retravaillé moi sur mon proto pour pouvoir décliner les écrans clés de cette proposition-là, et vous proposer cette solution-là déclinée. Mais pourquoi en fait avoir travaillé et décliné au maximum cet élément-là? C'est simplement pour montrer le confort et l'envie, comme je vous l'ai dit précédemment, et essayer d'avoir le maximum de valeur dans la proposition finale. Donc, en l'ayant testé avec vous, on a pu effectivement choisir ce que l'utilisateur potentiel allait effectivement le plus apprécier. Et comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, tout au long du processus, on a les idées qui vont arriver et on va toujours les brasser et continuer à les prendre, à les récupérer pour pouvoir arriver à un résultat optimal. Alors là, je vais avoir peut-être le même petit souci. Non, ça va aller. Hop, c'est bon. Donc le livre d'or, c'est la solution qui a été sélectionnée. J'ai décliné donc juste les 3 écrans clés au moment donc le scroll où on voit tout l'historique avec les résultats. À côté, le moment juste de la saisie de la vie avec la signature, la vie, juste un bouton pour prendre la photo. Et au moment de la prise de photo, on voit notre tronche et on choisit le nombre d'étoiles pour la note finale. Et à ce moment-là, on va passer la main en fait au dev. En l'occurrence, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Donc, je vais passer la main à Emmanuel qui va prendre le soin de conclure. Hop. Et je te passe la souris. Merci. Merci. Alors bien sûr, il y a quelques mois qui s'écoulent dans notre petite histoire. On fait le développement, on met en production. Tout ça se passe très bien. Et maintenant, va venir le temps de prendre la mesure du résultat. Donc, travail fantastique effectué par nos 2 amis, puisqu'on a réussi à augmenter notre taux de rétention et à le passer à 8% en 12 mois, ce qui est très encourageant par rapport à notre objectif. Donc vous voyez, une fois qu'on a travaillé, qu'on a mis au point les choses, qu'on a prototypé, qu'on a interagi avec les utilisateurs, à nouveau on prend la mesure pour vérifier qu'on est sur le bon chemin. Et dans notre petite histoire, les choses ont l'air de bien se passer. Alors, comme c'est une petite histoire, forcément, il y a une petite moralité à la fin. Donc nous, on vous encourage, et c'est notre conviction, notre passion, à vous inspirer des méthodes de l'agile et du lean, à puiser plein de choses là-dedans, pour fixer des objectifs clairs, que ce soit en interne ou avec vos clients, et des objectifs mesurables, à éliminer tous les gaspillages inutiles. On commence, comme Philippe l'a montré, avec un simple papier et un stylo, et c'est facile d'aller demander son avis aux personnes, à prototyper, à tester, à livrer fréquemment, bien sûr, et puis à mesurer notre efficacité, comme on le voyait à la fin. Et puis par-dessus tout, tout ça, la clé du succès dans les projets, au-delà de la méthode, ça va être aussi les individus qui forment l'équipe, de l'expert métier jusqu'au développeur. Alors on vous a réuni une petite biblio de bouquins qu'on aime bien en ce moment et qui peuvent vous donner des idées sur les différents sujets. Donc il y a un livre en français qui explique le lean et l'entreprise de zéro et l'intérêt de combiner les 2 approches, qui est vraiment très intéressant. Le Kanban, ce qu'on voyait avec les petits tickets qui avançaient, qui
qui est en soi une méthode et en soi quelque chose de très intéressant. Un livre vraiment amusant qui s'appelle How to Measure Anything, qui est vraiment rigolo, qui vous permet de quantifier à peu près tout et n'importe quoi. Et puis des choses plus classiques sur l'UX, mais qu'on aime beaucoup et qu'on a en partie découvert grâce à Sylvie et au groupe UX Paris, notamment le livre Prototyping de Todd quelque chose, j'arrive jamais à prononcer son nom. Voilà, donc notre présentation, elle sera on va la mettre sur SlideShare, donc vous pourrez la récupérer sur SlideShare d'ici ce soir. On voulait vous remercier tous d'être venus et puis aussi de remercier toute la team de WebUX pour l'accueil, c'est vraiment super. Et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci.